Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler de la police administrative, notion de droit administratif. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. J'ai choisi de traiter cette vidéo en plusieurs parties, de telle sorte que ça va vous aider dans vos cas pratiques. Premièrement, on va voir la distinction entre police administrative et police judiciaire. Et plus précisément, on verra que la police administrative agit au nom de l'ordre public, et donc on verra ce qu'est l'ordre public. Ensuite, on verra la question de la compétence avec qui peut agir au nom de cet ordre public. Et enfin, on verra quel contrôle est opéré par le juge sur les mesures de police administrative. Voyons tout d'abord qu'est-ce que c'est que la police administrative et en quoi c'est différent de la police judiciaire. Alors si on peut résumer leur distinction à deux mots, ce serait répression pour la police judiciaire et prévention pour la police administrative. En effet, la police judiciaire est là pour rechercher les auteurs d'une infraction, les arrêter et enquêter, tandis que la police administrative va prévenir la commission d'une infraction, elle va faire en sorte de l'empêcher. On dit aussi qu'elle va éviter des troubles à l'ordre public. Alors pourquoi c'est essentiel de commencer par ça dans vos cas pratiques? Parce que lorsque dans votre cas pratique vous allez considérer que la mesure est une mesure de police administrative, eh bien ça engage tout un régime par derrière qui implique notamment qu'on ira devant le juge administratif pour contester cette mesure. Et inversement pour une mesure de police judiciaire. Attention, il faut bien comprendre qu'on va faire cette distinction que lorsqu'il y aura un préjudice en jeu. Par exemple, lorsqu'un individu est suspecté d'avoir commis une infraction, que les policiers vont vouloir l'arrêter, et il s'avère qu'au cours de cette opération, l'individu suspecté est blessé par balle. Eh bien, étant donné qu'il s'agit d'une mesure de répression, vous l'aurez compris, il faudra que l'individu demande l'indemnisation de son préjudice devant le juge judiciaire. Maintenant que nous avons dit qu'une mesure de police administrative intervient au nom de l'ordre public, on va déterminer qu'est-ce que c'est que cet ordre public. Vous avez l'article 2212-2 du CGCT qui précise le contenu de l'ordre public, c'est-à-dire la salubrité, donc la propreté, l'hygiène, et de manière plus large la lutte contre les risques sanitaires. Vous avez la tranquillité qui vise à assurer la vie en société, et enfin vous avez la sécurité qui vise à protéger l'intégrité des individus et des biens. Selon certains auteurs, il y aurait une quatrième composante qui est la moralité. Je vous conseille pas d'utiliser cette notion dans vos cas pratiques parce qu'elle fait énormément débat, ou alors voyez en fonction de ce que votre prof de CM vous dit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public qui a été intégré par l'arrêt Morsan-sur-Orge de 1995. Et oui, il s'agit bien de l'arrêt des lancers de nains que vous avez forcément entendu parler dans vos études de droit. Et cette nouvelle composante est d'autant plus importante que toutes les autorités sont tenues d'agir en son nom. En effet, classiquement, vous avez 3 autorités compétentes pour prendre une mesure de police administrative générale. Notez bien que dans cette vidéo, je ne parle pas des mesures de police administrative spéciale. Ainsi, pour les mesures générales, vous avez le maire qui peut agir sur sa commune, le préfet qui peut agir sur plusieurs communes, ça peut aller jusqu'au département, et au-delà de celui-ci, ce sera la compétence du Premier ministre. Vous avez plusieurs atténuations, dont la première que j'ai déjà évoquée. La deuxième étant que le maire peut tout de même agir, même si le Premier ministre a déjà pris une mesure, si et seulement si il aggrave celle-ci. Vous en avez l'illustration dans l'arrêt Les films Lutetia. Enfin, vous avez le cas de la commune étatisée, dans laquelle pour certains domaines, le préfet sera compétent et non le maire. Vous avez également le cas un peu particulier où le préfet peut se substituer au maire si jamais il ne s'exécute pas après mise en demeure. Mais alors pourquoi est-ce si important de savoir qui est compétent pour agir? Eh bien car tout simplement, les personnes qui ont compétence à agir ont l'obligation d'agir. Donc si elles ne le font pas, elles pourront être sanctionnées. Mais pour qu'elles soient sanctionnées, il faut qu'au départ on sache qui devait agir. Une fois cette personne identifiée, on pourra engager sa responsabilité et la personne qui subit un préjudice pourra obtenir une indemnisation. C'est le cas de l'exemple du premier arrêt cité. Et dans les cas où le refus d'action ou la carence de l'action administrative sera très grave, le juge pourra même annuler cette décision. C'est-à-dire que l'autorité compétente qui aurait dû agir va se trouver forcée par le juge de le faire. Vous avez 2 arrêts très intéressants sur ce sujet. Et à côté de cela, il est très important de savoir que l'autorité compétente a l'interdiction de déléguer sa mission. Et on ajoutera comme nuance que c'est valable pour des tâches qui ne sont pas considérées comme accessoires. Maintenant, on passe à une partie qui va être centrale dans vos cas pratiques. Il est très fréquent qu'on vous demande si la mesure prise vous paraît contestable devant le juge, parce que c'est lui qui va faire la mise en balance entre d'un côté l'ordre public protégé par les autorités compétentes et d'un autre les libertés privées qui doivent demeurer. Pour savoir si cette mise en balance est respectée, vous devrez pour cela mobiliser ces 4 arrêts, même si le plus important reste l'arrêt Benjamin. Le premier vous permet de déterminer si vous avez un trouble avéré à l'ordre public. En effet, un agent de police administrative ne peut pas prendre une mesure s'il n'y a pas un trouble réel, n'a qu'un soupçon infondé d'un éventuel trouble à l'ordre public. Ensuite, il faut que votre mesure soit nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre mesure plus douce qui permet de protéger l'ordre public, adaptée en ce qu'elle vise à protéger l'ordre public, proportionnée au regard des libertés et droits garantis. Le
Le troisième arrêt va vous permettre d'illustrer le fait qu'il y ait des circonstances de temps et de lieu. Dans cet arrêt, il s'agissait d'une autorité qui interdisait l'accès à une plage sur des horaires et une période précise. Il ne s'agissait pas d'une mesure dont on ignorait la fin d'exécution. Ça va également vous permettre de déterminer si votre mesure est proportionnée ou non. Enfin, l'arrêt à griffe va vous permettre d'identifier si la personne, l'autorité compétente qui a agi, qui a pris la mesure, l'a fait pour prévenir la commission d'une infraction pénale qui doit être absolument suffisamment certaine et imminente. Ces 4 étapes, ça s'appelle un contrôle in concreto. C'est-à-dire que pour appliquer vos règles, vous allez regarder les faits de votre cas pratique. C'est au regard de ces seuls faits que vous allez pouvoir déterminer si votre mesure respecte le contrôle du juge. Cela s'oppose à un contrôle in abstracto, dans lequel on ne regarde même pas les faits. La mesure est tellement, disproportionnée, elle porte tellement atteinte aux libertés, que l'on n'a pas besoin de faire ce contrôle in concreto, on sait déjà que la mesure n'est pas légale. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, j'espère vraiment qu'elle t'aidera à comprendre le droit administratif. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Et enfin, si jamais tu es intéressé pour accéder à des fiches en droit administratif, toutes les informations sont sur mon compte Instagram. À bientôt pour de nouvelles vidéos.